Voilà, bonjour tout le monde. Bienvenue à BT Expo 2025. Je suis Franck de la BTC. Bienvenue à cette conférence de l'UPAF et de la BTC. Mes collègues Sébastien Powels et Céline de la BTC sont là pour vous accueillir aussi pendant ce salon, cette journée que je vous souhaite très fructueuse. Et on va donc commencer cette journée Kickstart avec Sébastien, avec quelques chiffres du marché. Voilà, le rapport qu'on va vous présenter, c'est en fait basé sur le Travel Intelligence Report de la BTC. On collecte des informations données, chiffrées de différentes sources. On est abonné notamment à Euromonitor. On consulte StatBell, Eurostat. On fait un recoupement de sources, mais surtout, on a des datas qui proviennent des systèmes de réservation principaux, à savoir les logiciels de TravelNote et de Servico. Servico, c'est nouveau depuis cette année et qui nous permettent de collecter des données sur base d'un échantillonnage de 200 professionnels du voyage actifs en Belgique. Une invitation d'ailleurs à tous ceux ici présents qui sont aussi clients Servico ou TravelNote et qui n'auraient pas encore marqué leur accord de partager leurs données de manière anonymisée. Mais plus vous allez nous fournir, plus évidemment vous allez nous mettre en donner la possibilité d'inventariser les données chiffrées du marché, de manière à avoir des informations de confiance, de qualité et aussi objectives, de manière à corroborer aussi ce qu'on entend parfois dans la presse quand certains de nos collègues annoncent que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais on a les chiffres pour vérifier si effectivement les gens ont massivement remplacé les destinations du sud de l'Europe pour la Scandinavie, si effectivement le train est en train de remplacer l'avion, eh bien, les datas objectifs vont nous permettre effectivement de savoir de quoi on parle. De quoi on parle ici précisément? De l'année 2025 qui est en cours d'achèvement. C'est des années calendrier très importantes. Alors le coup près est quasiment tombé parce qu'il n'y a plus grand-chose qui va se passer d'ici la fin de l'année en termes de réservation et de chiffre d'affaires. Donc en chiffre d'affaires, vous le voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Petite croissance du côté des PAX, par contre, léger recul. Il faut savoir que depuis le Covid, on a eu différentes croissances. La plus grosse était en 2022, 2023, on est monté à 100% de croissance. Ensuite, 15%. L'année passée, 7,5% de croissance. Et cette année, une croissance négative de moins 1,9%. Alors, si on regarde ces chiffres par rapport à 2023, au niveau du chiffre d'affaires, on a presque progressé de 10%. Et au niveau des passagers, c'est à peu près le status quo. Il ne faut pas oublier là-dedans que 2024, évidemment, c'était l'année de tout record. Maintenant, quand on va regarder d'autres statistiques au niveau des mouvements aériens, il faut bien considérer que 2024 équivaut en termes de vol au départ de la Belgique, tout aéroport confondu, à 2019, moins 10%. Ce n'est pas tellement nous, c'est surtout le voyage d'affaires qui est à la traîne. Enfin, le voyage d'affaires, c'est nous aussi, évidemment, mais je dirais dans une moindre mesure. Mais donc, voilà, pour bien cadrer les chiffres et savoir de quoi on parle. Alors, tous ces braves gens, quand est-ce qu'ils ont réservé leurs vacances? Vous voyez en gris l'année 2025. Donc, en fait, vous le savez, parce que vous étiez aux commandes, on a connu un super démarrage de booking en octobre, novembre, même décembre. Janvier était gentil. Et c'est vraiment à partir du mois de décembre qu'on a senti la chute. On pensait que ça allait se refaire en last minute. Malheureusement, les chiffres sont là pour infirmer nos espoirs, et ce qui fait que cette année 2025 résulte dans les chiffres qu'on a vus dans le slide précédent, mi-figue, mi-raisin. Ce n'est pas la catastrophe, mais ce n'est pas non plus la bérésina. Ça, c'est donc en termes de chiffre d'affaires. Quand on regarde le même tableau au niveau des passagers, pareil, les gens ont réservé effectivement très tôt, et à partir du mois de février, on a senti un net recul et on n'a jamais réussi en fait à rattraper ce retard, même en fin d'année. Vous voyez donc les différents deltas pour les 4 années précédentes. Qu'est-ce que ça signifie au niveau de la valeur? Parce qu'on l'a vu dans le premier slide. Le revenue, le chiffre d'affaires est en hausse, même si le nombre de passagers est en recul. Effectivement, donc, les gens ont dépensé plus par voyage. Il y a une partie, évidemment, dans cette augmentation qui est inhérente au fait que les voyages sont plus chers.
pas le nommer, une compagnie aérienne low cost a encore déclaré qu'en 2025, ils avaient augmenté leurs tarifs de 13%. Je pense que notre compagnie nationale a dû augmenter plus ou moins de 20%, le prix moyen. Donc le panier moyen, il est en partie dû à la hausse des prix, à l'inflation des prix. Savoir qu'au même moment, l'inflation, parce que les salaires ont été aussi augmentés, vous le savez, les chefs d'entreprise ici en 2023 de 11% d'index pour le comité paritaire 200. Sur le total, le cumul, il y en a qui disent 17%, il y en a qui disent 20%. Bon, ici, le panier moyen, il a augmenté de 40% depuis 2019. C'est surtout en fait le court et moyen courrier qui a généré cette augmentation et moins le long courrier. On est quand même sur un panier moyen entre-temps de 1511. C'est par personne, Sébastien? C'est par personne. Par personne, tout à fait. C'est assez conséquent. Autre constat important que nous apprennent les chiffres, c'est qu'en 2025, on a assisté dans la continuité de ce qu'on avait eu précédemment, un glissement des réservations. Le mois de juillet et le mois d'août sont en baisse. Attention, le mois de juillet reste, et vous le voyez sur le graphique, évidemment le mois de loin le plus populaire pour les vacanciers belges. Le mois de septembre qui se porte bien, qui phagocyte, qui cannibalise un petit peu la haute saison. Le mois d'août, à la peine aussi, ça vous le voyez, il a moins souffert que le mois de juillet. Par contre, qui sont les bénéficiaires? Le mois d'août et le mois de juin. Donc, le mois de mai et le mois de juin. Le mois de mai, là, on a clairement le bénéfice des congés que les francophones commencent à apprécier et assimiler aussi. C'est vrai que pour le francophone, ce n'était pas les vacances de Pâques. Il a fallu le temps de trouver son chemin en fait vers le mois de mai. Mais nous, on sait, parce qu'on connaît le meivakantie, la même période aux Pays-Bas, chez nos voisins du Nord. Et là, c'est une période extrêmement faste. Donc d'ici quelques années, il est à prévoir que cette quinzaine du mois de mai sera très importante dans le graphique aussi. Quand est-ce que les clients réservent? Quelle est la booking window? Constat extrêmement important ici aussi. On l'a déjà dit tout à l'heure, le last minute a moins la cote. Donc, dans les 4 mois qui précèdent le départ, les choses sont loin d'être folichonnes. Effectivement, tout bénéfice de nouveau vers la première période de réservation, le first booking, qui, à tout le moins, pour 2025, a effectivement bien fonctionné, qui représente à peu près la moitié des réservations. Et donc, moins en dernière minute. Le last minute, on voit qu'il souffre, qu'il est à la peine. Il y a évidemment une partie de prix et de météo qui joue aussi dans le choix de réserver en dernière minute. Mais quand même aussi, les gens qui n'ont pas réservé en milieu de saison de réservation, qu'on dit on va attendre, on va postposer, mais finalement, ils n'ont pas pris la décision de réserver en dernière minute, malgré une offre qui était quand même là. Alors, les publics cibles, les couples sont en croissance, au détriment des singles. Ça, c'est un petit peu à l'envers des données sociologiques, puisque les singles, on a encore eu les Chinois qui ont célébré le Single Day le 11 novembre, grande fête, grande braderie des prix sur les voyageurs ou sur les consommateurs individuels, single. Maintenant, il est fort possible, évidemment, que le single ait basculé en partie vers les couples, parce que le voyage devenant tellement cher, a fortiori quand on voyage seul, ça peut effectivement inciter les gens à trouver un compère pour voyager à deux. Les familles, c'est qui? C'est à partir du moment où on a un enfant, on est considéré dans les chiffres ici en tant qu'enfant. Et groupe, c'est à partir de 10 personnes. Au niveau des destinations, qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Là, on l'a déjà... Bon, évidemment, on va commencer à droite si vous voulez bien. Les États-Unis, pas besoin de le dire, la grosse raclée. Heureusement, les États-Unis ont bénéficié massivement du first minute. Ils ont beaucoup réservé au mois de septembre, octobre, novembre. Et donc, forcément, la chute a été atténuée parce qu'on sait qu'à partir du mois de février, à partir du moment où un certain président américain a commencé à déconner, pour le dire en beau français, eh bien, c'est là que les réservations ont pris une embardée, ont chuté dans un certain moment même jusqu'à moins 40%. En fin de saison,
elles se sont un petit peu reprises, grâce notamment à un dollar à la baisse, grâce aussi au fait que les compagnies aériennes ont baissé un petit peu leurs tarifs. Ça a bénéficié à la destination. Le Canada n'a pas pu bénéficier de la chute des États-Unis parce que les Canadiens ne sont pas partis aux États-Unis. Ils ont bloqué les chambres d'hôtel aux États-Unis. Et puis, oui, en général, quand même, force de constater que le long courrier n'a pas bien travaillé, n'a pas bien fonctionné en 2025, à la seule exception de l'Afrique du Sud et de la République dominicaine. Du côté du bassin méditerranéen, forcément, il y a l'Espagne qui garde son pôle de leader. Et même s'il accuse 7%, il faut bien savoir que ces 7%, il faut les mettre en relief avec une croissance exponentielle dans les dernières années. Donc, il reste avec une belle croissance et il reste aussi très, très haut dans le peloton des destinations méditerranéennes. La Grèce, qui reste aussi très fortement ancrée dans ce top 4. Tout ça, c'est des destinations qui sont un petit peu rattrapées par leur succès des années précédentes. C'est vraiment un retour à une sorte de normalité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là-dedans, l'Égypte, évidemment, qui est la destination, on va le voir, qui augmente encore plus à l'horizon de 2026. Et qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Oui, la Turquie. La Turquie, c'est quand même aussi une destination importante en package aérien qui accuse le coût d'une augmentation, d'une inflation de prix. La Turquie qui était extrêmement attrayante pour les personnes qui étaient assez sensibles au prix, mais la Turquie est devenue un petit peu trop chère pour une certaine catégorie de clients qui se rabat en partie sur l'Égypte et d'autres parties aussi sur la Tunisie et d'autres destinations qui ont des tarifs intéressants. Alors ça, c'est la répartition du type de vacances. Ça nous apprend essentiellement que le package traditionnel est à la peine. Il commence effectivement à souffrir un petit peu, le package aérien tout fait. Et on voit par contre sur les autres périmètres que round trip, qu'est-ce qu'on a Other, c'est en fait les vacances, les voyages à la carte. Et ça, c'est vraiment une tendance aussi qui ressort très fortement des chiffres. On va vers une personnalisation extrême. Et les gens veulent vraiment quelque chose qui a été cousu sur mesure. Voilà, je vais passer la parole à Sébastien qui va nous éclairer sur les tendances à l'aube de 2026. Merci Franck, merci. Donc voilà, on va juste vous donner un petit aperçu de 2026. En fait, moi, aujourd'hui, je dois vous apporter la mauvaise nouvelle, malheureusement. Donc voici les chiffres. Donc ça fait peur, parce que là, on voit que le chiffre d'affaires aussi, pour la première fois, commence à descendre, bien que les prix continuent à augmenter année après année. Donc ici, on voit pour les premiers résultats pour tous les départs en 2026 qu'on a déjà aussi une chute au niveau du chiffre d'affaires et bien entendu au niveau des PAX. Donc là, on se retrouve à moins 11. Par contre, il est très tôt dans la saison. Okay, d'habitude, on ne présente jamais les chiffres à ce moment-ci parce que le mois de novembre vient de commencer seulement dans les réservations. Et ici, vous allez voir, c'est toutes les réservations qu'ils ont effectuées jusque le mois d'octobre inclus. Donc, c'est vraiment très tôt, mais donc ça nous donne quand même une certaine idée. Et donc, il est quand même nécessaire aussi de s'inquiéter un petit peu parce que, c'est-à-dire, Franck vient de présenter les résultats de 25 et là, la tendance était que les clients réservent toujours de plus en plus tôt. Donc, en fait, si les clients réservent de plus en plus tôt, normalement, ici, on devrait avoir une hausse, donc qui n'est pas le cas. Quand on va regarder aussi le même graphique, donc vous voyez donc les petites cases grises, on voit ici que le mois de septembre était bon, très bon, il était même au-dessus des autres mois. Par contre, le mois d'octobre, là, on a vraiment eu une grosse claque en fait, une grosse claque sur le mois d'octobre. Je ne sais pas, tous ceux qui sont en agence ici, donc sur le terrain, donc peut-être vous pouvez confirmer que le mois d'octobre était vraiment très calme. Donc voilà, donc ça se reflète ici dans les chiffres qu'on vous présente aujourd'hui. Maintenant, pour info, on est en contact aussi avec beaucoup d'autres associations professionnelles et donc on est en contact avec beaucoup d'autres secteurs. Sachez que dans tous les autres secteurs, ça fait déjà quelques années que c'est vraiment la crise. Donc ça ne va pas bien au niveau de la consommation, pouvoir d'achat, le consommateur, ainsi de suite. Et donc jusqu'à maintenant, donc le secteur du voyage a été vraiment préservé, on va dire. Mais donc nous, avec un léger retard, on commence quand même, en tout cas pour le mois d'octobre, de ressentir un peu donc, la même tendance.
Pour le panier moyen, il est beaucoup plus haut, bien entendu, parce que ce que Franck vous a présenté, c'était les chiffres de l'année 2025 complète. Ici, on est au début de l'année, au début des réservations. Bien entendu, quels sont les types de voyages qu'on réserve pour l'instant? C'est surtout des voyages qui vont partir en 2026. Donc, type circuit à la carte, bien entendu, les croisières. Et donc, ça veut dire que automatiquement, le panier moyen est plus haut que la moyenne générale. Mais vous voyez donc toujours encore cette croissance. Néanmoins, une croissance au niveau du panier moyen, mais on a quand même une chute au niveau du chiffre d'affaires. Et donc ici, le top 10 des destinations. Donc là, l'Espagne revient à la hausse avec 12%. La France, une impact de 17%. Italie revient, l'Égypte, comme Franck vous l'a présenté, booming jusqu'à l'instant. Mais tout ça, c'est encore très tôt dans la saison, bien entendu. On retrouve les États-Unis qui souffrent encore toujours, donc moins 26% ici. Donc voilà. Donc pour les longs courriers, encore toujours, les États-Unis restent numéro 1. Donc c'est encore toujours la destination la plus importante, mais néanmoins avec un impact. Et là, vous voyez différentes évolutions au niveau des destinations. OK. Et pour retourner sur le type de voyage, donc ici, donc on a les forfaits Sun and Beach classiques, les forfaits Théo, on va les appeler, les forfaits classiques. Donc là, en légère hausse, mais seulement 18%. Si on voit le chiffre total de tout à l'heure, c'était 31%. Donc ça veut dire la partie des forfaits, on ne les a pas encore réservés. Ça commence maintenant, le mois de novembre, on va commencer vraiment à réserver donc, les forfaits tour opérateurs. Par contre, vous voyez ici, donc, là tout de suite, c'était une partie de 6%. Et là, les croisières, elles sont à 18%. Pareil pour les circuits ici, ils sont bien nettement plus élevés à 7%. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on réserve en avant-saison? Ce sont plutôt des voyages spéciaux à la carte ou bien des croisières qu'on réserve bien à l'avance, bien entendu, pour être sûr d'avoir sa cabine. Voilà, donc encore une fois, donc les tendances principales, donc pour faire une petite conclusion des différentes tendances qu'on a présentées pour l'année 2025 et les premiers chiffres pour les départs en 2026. Donc les voyageurs réservent toujours de plus en plus tôt. Les réservations last minute sont en recul, donc il faut moins, en tout cas, on parle toujours des réservations qui ont été réservées par un professionnel du voyage. Okay, donc les last minute, par l'intermédiaire d'un professionnel du voyage, par le marché organisé, donc sont en recul. Okay, et l'été recule au profit de la shoulder season, donc c'est-à-dire moins de départs en juillet et août, et plus en fait en avant-saison et en arrière-saison, et l'augmentation du panier moyen qu'on voit aussi bien en 25 et qu'on voit aussi toujours la même chose en 26. Voilà. Je donne la parole à Sébastien et après je vais clôturer encore avec un petit preview pour vous, mais on en parlera tout de suite. Un grand merci à Sébastien et un grand merci à Franck pour ce grand travail. Il faut savoir que collecter toutes ces données, ça demande vraiment beaucoup de travail et je ne crois pas me tromper en disant qu'on est de plus en plus relevant et qu'on est de plus en plus pertinent dans les données. Donc je crois que ça mérite un applaudissement pour tout ce qu'ils viennent de présenter. Et moi, de mon côté, je vais essayer de donner un petit peu de perspective et un petit peu ouvrir les esprits. Donc, je vais essayer que vous me suiviez dans mon raisonnement et pour un petit peu ouvrir les esprits et les échanges pour cette belle journée en tant que telle. Donc, je vais plonger dedans parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît ce monsieur? Je vois un oui. Non. Il s'agit de Michael Burry. Qui connaît Michael Burry dans la salle? Merci Franck, belle culture. Michael Burry a en effet prédit la crise immobilière 2008. Ce n'était pas une petite crise, la plus grande qu'on ait jamais connue, la crise immobilière qui a mis par terre Lehman Brothers et des grandes banques. Et donc le gars n'est quand même pas mauvais pour pouvoir prédire qu'à un moment donné, on vit peut-être dans une petite bulle et prédire que certaines choses grandissent trop vite, trop fort, trop grand. Et donc c'est ce qu'il est en train de dire sur l'EI. Il est en train de miser plus de $1 milliard contre les poids lourds de l'EI. Donc le message du jour, finalement, c'est, il faut peut-être écouter du coup quand il y a des signaux d'alerte comme ça qui sont donnés par des gens qui semblent quand même pertinents, peut-être que petit à petit, on est dans un moment de surchauffe de l'EI. Parce que c'est vrai que partout, à chaque conférence, à chaque congrès, c'est EI, tech, digital, tout le temps. Et si finalement, dans ce monde, quand tout le monde regarde les algorithmes, la vraie valeur, ce n'était pas finalement l'humain. On commence à avoir de plus en plus d'histoires et de retours du terrain
de gens qui utilisent l'IA en voyage et il y a des petits drames qui se passent, comme cette pauvre dame où il y a eu un reportage sur TF1 assez long pour couvrir le fait qu'elle avait fait confiance à l'IA pour savoir s'il y avait besoin d'un visa ou pas à sa destination et que GPT l'avait mal informé et forcément tout son voyage était ruiné. On ressent aussi, je ne sais pas si c'est votre sentiment, mais moi c'est le mien en tout cas, quand je me balade sur YouTube, on commence à en avoir un peu marre de plus savoir qu'est-ce qui est le vrai du faux, distinguer les choses. Et vous voyez les commentaires là sur la droite, ils sont violents. Il est temps de bannir l'IA. L'IA n'a plus sa place dans la société. Ce n'est pas mon avis. Je suis persuadé que l'IA est un magnifique outil. Attention, je ne suis pas en train de blâmer l'outil, bien au contraire. Et évidemment, les chiffres le montrent. Les sociétés vont continuer à investir dans le tech, les sociétés vont continuer à investir dans l'IA, bien entendu. On le voit d'ailleurs dans le secteur, la technologie et les investissements à la technologie vont augmenter dans tous les piliers de notre belle industrie. Mais finalement, l'IA, est-ce qu'elle ne peut pas aussi et surtout profiter au dernier chaînon de la vente? Amit Faljawi, qui est une personne que je respecte beaucoup, a rédigé un article très intéressant sur et si finalement ce n'est pas les plombiers demain qui deviendront complètement millionnaires grâce à l'IA justement. Parce que les plombiers maintenant se baladent avec une tablette et vont pouvoir réparer les choses beaucoup plus facilement et en assistant. Donc l'idée là derrière, c'est que finalement l'artisan final, le vendeur, les artisans ne sont pas remplacés, ils sont augmentés. Ils gagnent en productivité sans perdre leur savoir-faire. Et finalement, c'est ça l'important. Dans un monde obsédé par l'IA, peut-être que les voyageurs n'ont jamais eu autant besoin d'êtres humains. Et c'est en tout cas ma conviction. Et donc vu que je ne me suis pas encore présenté et qu'on parle d'humain, Sébastien Crucifix. Je travaille à l'UPAV depuis maintenant plus de 3 ans. Je suis secrétaire général et évidemment, je ne travaille pas seul. Je travaille avec des très bons collaborateurs, dont Elisa Müller qui est ici, qui est chargée des nombreux projets, des nombreuses missions que nous devons mener au sein de l'UPAV. Et donc, derrière nous et avec nous, il y a bien entendu tout un conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration représente l'ensemble du secteur et ce sont les hommes et les femmes qui se cachent derrière l'ensemble de nos missions à l'UPAV. Nous existons depuis 1937, donc forcément on est une fédération de poids et de leaders d'opinion dans le secteur. Et pour ceux qui ne le savent pas, même si dans la salle à mon avis vous commencez à connaître nos missions, nous sommes là avant tout pour défendre la profession d'agent de voyage. Nous sommes là évidemment aussi pour supporter nos membres quand il y a des moments difficiles, et Dieu sait qu'il y en a dans notre secteur, lorsqu'il y a des faillites, lorsqu'il y a des problèmes avec des fournisseurs, toutes sortes de cas compliqués, on est là pour les supporter et les aider. On travaille sur de nombreux dossiers de lobbying aussi, tant au niveau fédéral qu'au niveau européen. On organise des événements de networking pour faire rencontrer tout le monde. Et donc aujourd'hui est une belle journée pour en profiter aussi. Nous organisons avec la BTC et la BTA toutes sortes de formations. Et le dernier volet, et non des moindres, c'est la partie voyager serein, parce que nous ne cessons de marteler toute l'importance de passer par un professionnel du voyage pour réserver ses vacances. Jean-François Defour, qui est notre porte-parole, vous l'avez sans doute déjà vu à la télé régulièrement, couvre beaucoup de médias. Et donc l'objectif vraiment de tout ça, c'est de poursuivre, à continuer à marteler ce message que forcément lorsque vous voyagez en agence de voyage, vous avez la garantie de voyager de manière beaucoup plus sereine. Pour ce faire, nous avons réalisé une petite page que vous pouvez retrouver sur voyagerserein.be qui est à vocation pour le voyageur final. C'est vraiment pour pouvoir l'aider à identifier un organisateur de voyage, je vais dire légitime et en tout cas de confiance. Ça veut dire qu'il a une assurance d'insolvabilité. Et sur cette page, bien entendu, et sur notre site aussi, vous pouvez retrouver l'ensemble des agences de voyage qui fait partie de notre fédération. Et donc, si vous cherchez évidemment un professionnel de confiance, n'hésitez pas à passer par cette page. Vous retrouverez l'ensemble de notre réseau dans lequel nous croyons beaucoup. Et si dans la salle, il y a des professionnels du voyage qui ne sont pas encore membres de l'UPAV, n'hésitez pas à venir à notre rencontre, à Elisa et moi, durant toute la journée, et naviguer sur notre site, évidemment, upav.be, devenir membre. Tout ceci, vous l'avez compris, on le fait en grande synergie avec la BTC et la VVR, qui est notre alter ego néerlandophone, pour être plus fort et pour pouvoir fournir plus de services pour vous, les professionnels du voyage.
Je vais revenir un petit peu à mon idée de base, mais j'avais aussi envie de vous partager quelques chiffres clés que j'ai eu l'occasion d'aller voir lorsque j'ai été au WTM à Londres. J'en reviens, c'était il y a à peine une semaine, je pense. Et donc, je vais un petit peu ajouter quelques chiffres encore à ce que Franck et Sébastien vous a donné, parce que là, c'est des chiffres assez positifs. Il y a un chiffre qui m'a interpellé très fort, c'est que la croissance globale mondiale est d'à peu près 2,5%. Et alors, c'est un phénomène assez naturel dans le secteur de l'industrie du tourisme, c'est que généralement, la croissance de l'industrie du tourisme surperforme la croissance globale. Pourquoi elle surperforme cela? C'est tout simplement parce que les gens, finalement, préfèrent prioriser maintenant des expériences plutôt que de l'achat matériel. Et ça, c'est une vraie tendance qu'il y a eu depuis le Covid. On se rend compte vraiment que les gens achètent moins de choses, mais vont accorder beaucoup d'importance à mettre de l'argent dans une bonne expérience, dans un bon moment, dans un bon voyage. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Ouais, ben, c'est un peu perturbant de continuer, là. Quoi? Pas assez d'air. Bah oui. Je vais quand même m'assurer que tout va bien avant de continuer. Tout va bien? Bon, ça a l'air d'aller. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc oui, je disais, les gens vraiment préfèrent maintenant mettre de l'argent dans l'expérience et donc dans le budget familial. Ils vont peut-être se sacrifier sur d'autres choses pendant toute l'année pour réussir finalement quand même à partir en vacances. Donc c'est pour dire à quel point le voyage reste ancré en nous et à quel point il est important. D'autres chiffres sur l'économie du coup globale, qui n'est pas uniquement la Belgique, mais sur le monde entier. Des chiffres quand même, je trouve, interpellants et qui donnent parfois le vertige. D'ici 2030, il est estimé que 40% de la population mondiale auront suffisamment de moyens pour voyager. Il est aussi estimé que d'ici 2035, l'ensemble de l'industrie mondiale du secteur du tourisme va regrouper tous ensemble 16 trillions de dollars. 16 trillions de dollars, je ne vais même pas le prononcer tellement c'est énorme. Donc j'ai fait mes petits calculs, ça représente quand même 12% du PIB mondial et comme c'est écrit ici, ça représente un job sur 8 qui est dans le secteur de l'industrie. Donc tout ça pour dire que vous avez de la chance d'être dans un secteur aussi porteur aussi et qui malgré tout a de beaux jours devant lui. Une autre tendance que j'avais envie de vous montrer qui ressortait assez fort, c'était aussi toute la tendance des voyages autour des événements. Apparemment, quand les gens sont fans d'un club de foot, quand ils sont fans d'un artiste, quand ils sont fans de quelque chose, ils sont aussi du coup capables de mettre des gros budgets pour aller les suivre partout dans le monde. Et du coup, c'est plus la destination qui importe, c'est où mon artiste va faire sa tournée. Et en fonction de ça, je vais composer un petit tour autour. C'est vraiment une tendance qui grandit et qui ne cesse de grandir. Les trois autres chiffres que vous voyez là se tournent plus par rapport au profil type des voyageurs de demain, la génération Z et les jeunes. Je commence tout doucement à ne plus être dans cette catégorie-là. Et donc, en fait, on se rend compte vraiment que les 18-34 ans recherchent avant tout des expériences, recherchent à bien manger, recherchent à vivre local, recherchent à ressentir le pays. Et alors, par contre, on se rend compte aussi qu'ils fouillent les destinations surpeuplées et ils cherchent, quoi qu'il arrive, des nouvelles destinations. Ils cherchent à trouver de nouveaux endroits, ils cherchent à trouver de nouvelles expériences. Et le coût de la vie et le coût de la vie dans le pays a vraiment son importance dans le choix du voyage en tant que tel. Et donc, si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, les gens voyagent encore, même quand ils ont difficile financièrement, etc. Et si on prend un peu de hauteur, finalement, voyager, c'est une décision qui est quand même un peu irrationnelle et pourtant profondément humaine. Pourquoi irrationnelle? Parce que finalement, quand on voyage, c'est quoi comme principe? C'est quoi l'idée de voyager? Je quitte mon lit douillet pour me retrouver dans une chambre d'hôtel où parfois on a du mal à retrouver le bon switcher ou la climatisation. Quand on est chez nous en Belgique, on veut tout contrôler, on veut arriver au BT Expo à l'heure et donc on met son GPS pour éviter les trafics.
Et une fois qu'on est en voyage, on se balade dans la rue, on adore se perdre et juste perdre du temps et on est les plus heureux du monde. Tout ça pour dire que le mindset quand on est en voyage est complètement différent. Et donc c'est très certainement ça que les gens finalement recherchent durant l'ensemble du voyage. Parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, ils recherchent forcément des expériences avant tout. Donc toute l'année on cherche du contrôle et en vacances on s'offre le kit complet de sortir de sa zone de confort. Langue inconnue, monnaie inconnue, météo imprévisible. Et alors la finalité, c'est que quand on parle aux gens, on dit « Qu'est-ce que vous avez fait en voyage ?» Ben, j'ai réussi à me retrouver. Et donc c'est quand même un petit peu intriguant comme concept. Et donc comme je le disais, les gens cherchent une expérience, mais le step d'après, c'est qu'ils cherchent une transformation. Et donc ça, c'est un thème qui n'est pas du tout nouveau, qui a déjà été abordé lors d'une conférence UPAV il y a plus d'1 an déjà maintenant avec Christophe Joquet. Mais lorsqu'on va sur n'importe quel salon, l'économie de la transformation, c'est vraiment un sujet qui est de plus en plus fort dans notre industrie. Et donc en 2 mots, parce que j'en suis ici à 12 minutes, tout va bien, mais je ne pourrais pas rentrer fort dans ce sujet-là, qui est un sujet à part entière, mais l'idée finalement est assez simple. C'est l'idée de se dire que lorsqu'on voyage, on n'a pas simplement envie d'aller au soleil ou se divertir. Maintenant, les voyageurs ont envie de vraiment se sentir transformés. Donc ils ont envie de se sentir potentiellement différents en revenant du voyage et que le voyage ait vraiment réussi à marquer les esprits, à se sentir, dans le meilleur des cas, même un meilleur homme et la meilleure version de soi-même. C'est quand même une sacrée ambition. C'est une sacrée ambition et l'agent de voyage, il doit, d'une certaine manière, pouvoir un petit peu répondre à ce besoin, même s'il vient avec des besoins énoncés de manière très simple et sommaire. Il faut garder à l'esprit, je pense, toujours ce besoin vital que les voyageurs ont en eux. Et donc, j'aimerais bien avec vous prendre 30 secondes, si vous voulez bien fermer les yeux ou pas, mais repenser à votre meilleur souvenir le plus marquant durant un de vos voyages. Prenez le temps de réfléchir à votre souvenir. Et je ne suis pas mentaliste, mais je suis prêt à miser le fait que votre souvenir ne concerne pas votre chambre, pas votre buffet all-in, ni le nombre d'étoiles de tel, ni la piscine, ni la qualité de la plage ou la destination en elle-même, mais sans aucun doute le fait que vous avez vécu une expérience qui vous a sorti de votre zone de confort. Très souvent aussi, on revient avec le point, une galère qui s'est transformée en une anecdote et qu'on s'en souvient incroyablement bien. Une rencontre inoubliable, bref, des moments humains avant tout, clairement, des échanges relationnels. Et donc, pour répondre à ce besoin-là ancré en nous, finalement, qui est le mieux placé pour le faire ? Un professionnel, organisateur, ou quelqu'un qui voyage tout seul et qui utilise son GPT et qui est à la débrouille ? Donc ici, je fais 2 petits scénarios pour un peu se mettre dans la peau d'un voyage type en Tanzanie. J'ai pris un exemple comme ça pour un peu se faire l'histoire. Donc là, on est face à Marc, 32 ans, qui rêve de faire la Tanzanie autrement. Il prépare tout son voyage avec ChatGPT, il regarde plein de blogs, il compile l'info, ça lui prend déjà un sacré moment, hein, mais il dit « ça va, j'ai le bon itinéraire, j'y vais ». Jour 3, première difficulté, sa car SIM bug, plus de réseau. Impossible de trouver sa guest house, et du coup, il demande à des passants qui ne parlent pas anglais, il galère, il tourne pendant 40 minutes en tuk-tuk, pas de chance, il n'y a plus d'essence. Première petite galère. Jour 4, le safari organisé tout seul. GPT lui a conseillé un opérateur local bien noté sur Google, pas de chance, les avis étaient vieux, l'entreprise a changé de propriétaire, il n'existe plus. Bon, il tombe sur un guide qui est gentil, mais qui ne parle presque pas anglais. Il roule 7 heures sous la chaleur, peu d'animaux, horaire mal choisi. Marc comprend que son guide n'a pas les accès premium sous les spots les plus prisés, c'est la loterie. Ensuite, la petite galère cachée, il rebondit, il se réserve un petit hôtel sur Booking, sauf que pas de chance, l'hôtel est en travaux, l'eau est coupée, le générateur démarre tout le temps, il y a des travaux partout. Évidemment, très compliqué d'obtenir un remboursement sans personne, etc., sans aide, la galère. Marc ne vit pas un mauvais voyage, mais il passe plus de temps à gérer des problèmes qu'à vivre des expériences. Maintenant, voyons une autre histoire. Voyons celle de Léa et Thomas, qui veulent aussi vivre la vraie Tanzanie, et ils vont en agence. Leur agent, lui, connaît des guides sérieux, certifiés, qui parlent français. Les zones où les animaux sont réellement visibles selon la saison, les hébergements familiaux, gérés par des gens fiables, les transferts en toute sécurité, les lieux préservés que l'on veut rencontrer, sans voyeurisme, les petites expériences uniques, impossibles à réserver depuis Internet. Jour 2, immersion authentique. L'agent leur a organisé une journée dans un village Maasai, partenaire de l'agence depuis plus de 10 ans.
un guide Maasai francophone, s'il vous plaît. Une marche à travers la savane au lever du soleil, et puis un petit déjeuner traditionnel par une famille locale. Et ils ne prennent pas des photos de touristes, ils échangent, ils comprennent, ils apprennent. Jour 4, là ils organisent un vrai safari par quelqu'un de confiance. Leur guide Joseph vit là depuis 25 ans dans le parc. Il connaît les zones où dorment les lions et coup de chance, à 6h45, ils ont la photo incroyable d'un léopard majestueux au lever du soleil. Jour 7, la magie de l'expertise. L'agent a réservé un petit lodge familial. Le soir, les propriétaires les invitent à boire un petit café tanzanien et raconter toutes leurs histoires. Une rencontre humaine qui reste gravée à jamais. Conclusion, le voyageur qui se débrouille tout seul, il a beaucoup stressé, il a beaucoup géré, il a beaucoup croisé les doigts. Et d'une certaine manière, il laisse un peu le hasard et le destin décider de son voyage. Et surtout, très important, il n'a aucun contact humain sur qui compter et l'aider en cas de pépin. Celui qui est passé par un accompagnateur professionnel, il a été évidemment beaucoup plus tranquille, il a eu des bons contacts aux bons endroits, au bon moment, une expérience surtout qui n'existe pas en self-service, et il revient avec une histoire qu'il racontera sans doute toute sa vie. Donc je crois que vous voyez évidemment où je veux en venir. Et un de nos membres d'ailleurs a une signature mail qui est, je trouve, dans cette idée-là. C'est nous sommes humains, nous répondons au téléphone. Mais j'insiste là-dessus parce que franchement, vous êtes un secteur que j'apprends à connaître maintenant depuis plus de 3 ans et votre résilience et votre niveau de service est inégalable. Aujourd'hui, on vit dans un monde bancaire où on est toujours face à un chatbot, un chat et débrouillez-vous. Vous n'offrez pas ça, vous offrez un vrai suivi et c'est clairement là-dessus qu'il faut continuer à accentuer les choses. Donc, en résumé, l'IA peut tracer un itinéraire. Un expert, lui, ouvre les chemins avec ses contacts, sa confiance et son œil humain. On ne retient pas une bucket list à cocher, mais on retient toutes les rencontres qui ont été faites. L'expertise humaine est irremplaçable. Donc pourquoi passer en agence de voyage? Évidemment pour le côté assistance en cas de pépin, mais pas que. Il faut insister sur cette plus-value que je viens de citer. Et donc si le voyageur a besoin de plus de confiance et dans cette démarche de se montrer professionnel au sein de tout notre secteur, il y a aussi le label CERTA, dont Franck n'a pas mentionné d'ailleurs dans la présentation, mais si vous êtes intéressé par ce label, vous pourrez aller à leur rencontre durant toute la journée ici au BT Expo. Et vous pourrez, si vous souhaitez la présentation, me laisser votre carte de visite et je vous enverrai la présentation avec l'ensemble des liens que je vous ai montrés là. Et alors un autre élément évidemment primordial si on mise sur l'humain, c'est se former. Et notre propre réseau de professionnels doit continuer à se former si on veut avoir ce niveau d'expertise et continuer à pouvoir dire que nos voyageurs ont des expériences exceptionnelles. Donc se former, c'est ultra important, on le sait tous, mais il faut le faire. Et donc la Belgian Travel Academy, qui est principalement aussi gérée par Céline, qui est là, organise énormément de formations. S'il vous plaît, allez sur le catalogue et allez checker l'ensemble des formations. Il y en a plein qui valent le coup sur plein de sujets différents. Je crois qu'au niveau timing, je suis encore tout à fait bien. Et donc ça me permet d'ajouter un petit mot sur Incoming Wallonia, parce que chaque année au BT Expo, c'est déjà la 3e année que je donne cette conférence. Et un de nos projets à l'UPAF, c'est aussi que nos agents de voyage puissent vendre la Belgique. Et donc ce projet évolue très bien. Le réseau s'agrandit. Le réseau d'acteurs également aussi s'agrandit. Si vous êtes intéressé par vous aussi vendre la Belgique et potentiellement devenir un DMC pour revendre la Belgique, je vous recommande vivement d'aller à la rencontre d'Elisa pendant la journée qui gère ce projet-là de main de maître et qui depuis a réussi à créer plein de produits réels sur la Belgique. Last but not least, le grand message que je veux vous faire passer, si vous voulez continuer à créer des synergies, avoir des échanges humains, l'endroit où aller chaque année, c'est le B-Travel Congress. L'année passée, nous avons été au Monténégro, où nous avons rassemblé 180 acteurs du tourisme en Belgique. Peut-être que l'année prochaine, nous serons même 200. Et nous allons à Vilnius, en Lituanie, pour ceux qui ne le savent pas encore. Les inscriptions vont très prochainement s'ouvrir, donc je vous recommande de rester très attentif, de nous suivre sur les réseaux et de potentiellement aller sur le site btravelcongress.be pour vous tenir informé de notre prochain congrès et je vous y invite vivement. Voilà, j'en ai fini et je crois que Seb a encore une petite présa à vous faire. Juste Merci encore 2 minutes.
Je veux juste encore 2 minutes de votre temps, puis on peut aller direction le salon. C'est-à-dire que pour revenir aux chiffres qu'on vous a présentés là tout de suite, donc c'est-à-dire les chiffres qui viennent donc des logiciels TravelNote et de Servico, donc ils sont regroupés dans une base de données et nous donnent en fait une vue du marché organisé. Donc ici, tous les voyages réservés par l'intermédiaire d'un professionnel du voyage. Et ici, donc, on a développé un tool maintenant et donc bientôt, on l'espère, d'ici un mois, Franck, à peu près. Donc, on pourra lancer ce tool. Et donc, ça veut dire, si vous êtes intéressé, si vous voulez avoir directement accès à ces chiffres et commencer à faire des analyses pour vous-même, donc, on pourra vous donner accès par la mesure d'un abonnement, donc pour avoir accès à ces chiffres. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, de un, je crois que tout le monde a les chiffres de sa propre agence. Vous avez une idée. Mais bon, si par exemple, vous dites, OK, je fais plus 10, ah super, c'est bien, je suis en progression, j'ai plus 10%. Mais après, si on voit là et que le marché fait plus 15, alors c'est une raison de plus pour se dire, OK, je fais plus 10, mais le marché fait plus 15. Donc, c'est quand même un outil assez important pour vous à travailler avec et pour vous donner une meilleure vue en fait de ce que le marché fait pour l'instant. Donc, ça, c'est un peu le tool, comme vous le voyez ici, avec les chiffres ici de 2025. Par rapport à 24, c'est une augmentation de 1,86 ou les packs moins 0,85. Il y a aussi le panier moyen, comment il évolue. Vous voyez, donc ici, short, medium haul, long haul pour les longs courriers et les moyens courriers. Avec le booking window ici par année, il y a le top 5 des destinations et donc tous les mêmes graphiques, encore une fois, vous les retrouvez ici dans ce dashboard, comme on l'appelle, avec aussi les types de voyages et ainsi de suite. Et en fait, ce qui est très intéressant pour vous, c'est qu'ici, du côté gauche, vous avez en fait des filtres qui vous permettent, par exemple, d'aller filtrer sur une destination. Prenons par exemple ici, voilà, Égypte. Donc, on peut filtrer sur une destination qui vous intéresse, justement, si vous êtes un spécialiste ou si vous êtes niche et vous avez une certaine destination où vous voulez avoir plus de détails là-dessus. Donc, ça vous permet ici d'avoir, voilà. Ici, comme on le voit, donc au niveau du revenu, donc du chiffre d'affaires, une augmentation de 32. Au niveau des packs, ici, une augmentation de 23. Le panier moyen est plus élevé que la moyenne. Et donc, ça vous permet aussi, au sein de votre entreprise, de faire des petites analyses. Donc ici, on reprend tous les pays. Par exemple, vous pouvez dire aussi le mois de départ. Tiens, je vais une fois aller voir pour le mois de mai, par exemple. Voilà, et là, il va filtrer sur le mois de mai. Et alors, ça vous donne aussi une idée. Les mêmes graphiques s'adaptent en fait en fonction des filtres que vous mettez. Donc ici, on a les chiffres de l'Espagne, mais alors que pour les départs pour le mois de mai. Donc voilà. Donc juste une petite démo encore qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Donc encore une fois, on espère que très bientôt, on pourra le lancer live. Il y aura aussi une période de testing aussi encore qu'on va faire avec différents acteurs. Et dès qu'il est disponible, ça va être communiqué par la newsletter de la BTC, mais aussi au sein de l'UPAF et de la VVR. Donc voilà, encore merci à tous d'être venus aujourd'hui.